Bon, bah c'est parti. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler d'un sujet clé dans l'investissement qui, à la fois, met tout le monde d'accord et à la fois, chez certains, peut faire un petit peu débat, mais on va en parler aujourd'hui. C'est la répartition des investissements, c'est les allocations d'actifs. C'est, on va dire, le partage de mon portefeuille pour être plus safe. Et pour ça, rien de mieux, personne de mieux que Claire Cressel. Salut Claire. Salut Mathieu. Tu es directrice des relations LCL chez Amundi. Tout à fait. Alors ça veut dire quoi, directrice des relations LCL chez Amundi? Ça veut dire que mon équipe et moi, nous nous occupons du développement de toutes les offres et de tous les outils destinés aux clients et aussi au réseau LCL. Donc en fait, on crée des produits, on développe des outils pour comprendre ce que sont ces produits, comment ils fonctionnent, et des outils pour évidemment accompagner les conseillers des banques LCL à commercialiser ces produits. Ok, très clair. Dans ce cadre-là, tu connais, j'imagine, bien le sujet du jour. On a un adage en fait en français, hein, c'est on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ouais. Bel adage. Le bel adage. Bon, les œufs, ils se reproduisent pas. Alors en effet, c'est un peu différent, mais dans la finance et dans l'investissement, en fait, l'objectif c'est quand même d'aller dans un endroit où il y a du rendement. Et l'objectif c'est qu'on prend des risques sur certains, plus ou moins, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Répartir son argent, pourquoi faut le faire, quelle est la base, à partir de quand? Parce que finalement, si j'ai très peu d'argent, je peux pas trop le répartir. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les bases de tout ça? Alors, les œufs se multiplient pas, ça c'est sûr, mais par contre, quand tu les casses, que tu les mélanges, ça peut faire de magnifiques omelettes, donc ça peut avoir un vrai sens. Donc, en fait, l'adage de l'investissement, c'est un maître mot de l'investissement, c'est la diversification. Tout le monde en parle, je pense qu'il n'y a aucun conseil en investissement qui ne parle pas de la diversification. Et quand on parle d'investissement financier, on parle d'actifs financiers, donc d'actions, d'obligations, de monétaires, d'immobilier, de private equity, peut-être même de crypto-monnaie pour certains. Donc, il faut savoir comment on alloue notre argent entre ces différents actifs financiers. Et c'est ça qu'on va appeler l'allocation. L'allocation d'actifs, finalement, c'est la répartition entre ces différents actifs financiers au sein d'un portefeuille d'investissement. En effet, c'est vrai que si tu as quelqu'un un jour, un conseiller qui te dit Mathieu, écoute-moi bien, tu prends tout ton argent et tu mets tout sur le rouge, a priori, il faut un peu s'en méfier quand même. C'est pas une... Ah oui. Oui. Non seulement il faut s'en méfier, mais il faut surtout ne pas faire ce qu'on te dit. Tu sais, je pense qu'on a tous reçu dans nos boîtes mail la super proposition d'investissement qui disait gagner 15-20% sans risque. Et ça, c'est pas vrai. En finance, ça n'existe pas. Un placement financier qui t'offre 15% de rendement avec zéro risque, ça n'existe pas. Il faut qu'on panache entre les différentes classes d'actifs. Le taux monétaire aujourd'hui de la Banque centrale, il est autour de 3,5. C'est ce qu'on appelle un placement sans risque. Pour avoir 15%, ça veut dire qu'en contrepartie de ce rendement important, il va falloir accepter de prendre du risque. Ça, c'est la base, hein, très clair. Merci Claire. Donc 3,5, 4%, si on te dit c'est sans risque, t'y crois. En 2024, c'est ça. Dès qu'on passe à 6, 7, 8, 15 plus, il y a forcément du risque. Si tu demandes à la personne en face de te garantir l'argent et de mettre ce qu'on appelle un collatéral ou quelque chose qui va te garantir, il ne le fera jamais parce qu'il sait très bien que c'est risqué. C'est ça. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre non plus que le rendement d'un placement monte au ciel alors qu'on sait très bien que les taux monétaires sont au niveau qu'ils sont actuellement. Et ça a changé parce qu'il y a 2-3 ans, c'était 1%, voire 0,5 le sans risque. Ça a totalement changé. Ça a changé il y a 2 ans et demi à peu près, effectivement, où on a commencé à voir le retour des niveaux de taux monétaires avec l'augmentation des taux des banques centrales. Et ça a permis de retrouver de la valeur sur des placements monétaires traditionnels, sur des placements bancaires type compte à terme. Ça a permis aussi de faire progresser le rendement des supports euros des contrats d'assurance vie. Donc, par ricochet, effectivement, tous ces placements sans risque ont retrouvé de la valeur et du rendement. C'était aussi en contrepartie d'un niveau d'inflation très, très élevé qui montait quand même autour de 5%. Donc là, on est retrouvé des niveaux d'inflation classiques. Mais voilà, le taux monétaire aussi est fortement lié et corrélé à... De temps en temps, on se dit, en fait, tout ce qu'ils font là-bas, là, Christine, Mario, tous ces gens-là, la Banque centrale, j'y comprends rien, ça ne me concerne pas, mais là, on voit que ça nous concerne très clairement, les changements des taux directeurs, etc., parce que alors c'est corrélé en plus souvent à l'inflation, hein, si je comprends. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, on a trouvé de la valeur sur les placements financiers, mais pour un investisseur particulier, la contrepartie pour lui, c'est qu'il emprunte à des taux beaucoup plus élevés aussi pour lui. Donc, il peut placer plus cher, mais pour pouvoir se financer un investissement type immobilier, il se finance à des niveaux aussi plus élevés. Alors c'est plus intéressant, bon, on va revenir à nos moutons après, hein, mais à nos petits œufs d'ailleurs, mais c'est plus intéressant pour ceux qui ont de l'argent
dans ces moments-là que ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas ont tendance à emprunter à des taux plus élevés et ceux qui en ont vont pouvoir prêter avec des taux, c'est ça? Exactement. Revenons à nos œufs. Alors, on va pas les mettre tous dans le même panier, puis j'imagine qu'il faut des œufs de caille, des œufs d'autruche, et des œufs de poule et des œufs de, de coq, mais a priori, jusque maintenant, les coqs ne pondent pas des œufs. Ou alors j'ai un mauvais conseil, peut-être. Et, je te laisserai voir ça avec des agriculteurs. mais est-ce que c'est facile comment on fait après pour définir son profil, pour savoir un peu... J'imagine que ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge de la vie, ça dépend des situations, ça dépend du cash que tu as sur ton compte. Comment on fait pour définir tout ça? Alors, en finance, on a deux notions. Donc, la notion d'allocation d'actifs et la notion de profil d'investisseur. Donc, pour définir la notion d'allocation d'actifs, je vais te prendre une petite analogie un petit peu simple qui va imager et clarifier le sujet. C'est plutôt que les œufs, partons plutôt sur la cuisine. Tu veux... L'omelette, hein. On y revient. Non, la salade de fruits. Je suis un peu fit là. La salade de fruits. Tu veux préparer une salade de fruits. Donc, pour aller préparer ta salade de fruits, tu vas aller au marché, sélectionner tous les fruits qui vont composer ta salade de fruits. Et en fonction des fruits que tu vas sélectionner et de la proportion que tu vas mettre dans ta salade de fruits, ça va constituer un résultat totalement différent. Par exemple, si je prends une salade de fruits à dominante pomme, poire, ça va être une salade de fruits très classique. Mais si tu décides de mettre un petit peu de vitamine dans ta salade de fruits, de vouloir une salade un peu plus vitaminée, tu vas mettre une dominante d'orange, de kiwi. Si tu veux une salade de fruits un peu plus exotique, tu vas aller chercher de la mangue, de l'ananas, des fruits de la passion. Donc, en fonction de chaque proportion de fruits que tu vas mettre dans ta salade de fruits, et des fruits que tu vas sélectionner, ça va complètement changer la physionomie de ton plat. L'allocation d'actifs, c'est exactement la même chose. Tu vas aller choisir des placements monétaires, de l'obligataire, de l'immobilier papier, voire du private equity. Et en fonction de la dominante que tu vas donner à chaque actif, ça va complètement changer la physionomie, rendement-risque de ton investissement. Si tu veux un potentiel de performance important, tu vas privilégier les actions et le private equity. En contrepartie de ça, ton risque sera plus important. Et donc, ton horizon de temps d'investissement sera plus long. Si tu veux un placement beaucoup plus sécuritaire, tu vas aller sélectionner plutôt des obligations et du monétaire. Et dans ces cas-là, il va falloir en attendre un rendement plus faible. Et tout ça, finalement, la proportion de chaque actif que tu vas mettre dans ton portefeuille, elle sera déterminée par ce qu'on appelle le profil d'investisseur. Donc, ce que toi, en tant qu'investisseur, tu es prêt à accepter comme niveau de risque et qu'en contrepartie, le niveau de rendement, tu en attends. Je m'attendais pas à ce qu'on parle cuisine, mais en l'occurrence, c'est un bon... Non, mais c'est un bon... tu vois, les premières choses que je me suis dit en t'écoutant, c'est que, notamment quand tu as des enfants, si tu rajoutes du céleri à ta salade de fruits, ils vont faire un peu la gueule. Bon, moi aussi, je ferai un peu la gueule en l'occurrence. Mais non, mais par exemple, tu peux aussi avoir dans des profils des gens qui ont des... on va dire... qui sont écolos. Et qui vont se dire, moi, je veux pas des fruits, je veux que des fruits de saison, et je veux pas de fruits exotiques parce que l'empreinte carbone est trop importante. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce mix d'investisseurs, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la réglementation nous pousse aussi à respecter tous ces éléments-là, puisque on parlait de profil d'investisseur. Donc, le profil d'investisseur, il est déterminé par ce qu'on appelle le questionnaire de connaissances et d'expérience client. Ok. Et quelque chose propre à Amundi ou non, pas du tout, c'est réglementaire. C'est tout conseil en investissement ou toute banque a l'obligation, avant chaque investissement financier, de déterminer avec le client son profil d'investisseur. Quelle connaissance il a des marchés financiers? Qui est-il en tant qu'investisseur? Est-ce qu'il a déjà investi ou pas? Et quels sont ses projets pour le futur? Et ce qui est rigolo par rapport à l'évocation que tu avais sur l'écologie et les investissements un peu plus durables, il a été complété, ce questionnaire, en début d'année 2024 par un questionnaire de durabilité qui, en complément du questionnaire sur le niveau et la compétence financière du client, pose des questions sur ses attendus en tant qu'investissement durable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend comme investissement sur le climat, sur comment est-ce qu'il souhaite respecter dans le cadre de ses investissements tous ces critères de durabilité de l'économie. Donc toi, par exemple, derrière, tu dois respecter ce qu'il t'a dit, c'est un Bien peu entendu. Okay. Et après, effectivement, dans la proposition qui lui sera faite, il faut non seulement respecter son profil de risque en tant qu'investisseur, mais aussi son profil de durabilité en tant qu'investisseur. C'est comme ça que j'ai découvert avec grande fierté récemment que j'étais investisseur professionnel, parce que en fait, j'ai pu rentrer dans il y a des fonds dans lesquels tu peux rentrer que si tu es considéré comme investisseur professionnel. Ouais, ça, c'est les joies de la MIF.
Bon, c'est sympa. J'ai coché une nouvelle case, tu vois, Oui, c'est comme dans les jeux vidéo. Voilà, qui te permettra de faire exactement ce que tu veux toi en tant qu'investisseur, parce que finalement, tu as la compétence financière qui te permet de dire oui, je suis en capacité d'appréhender le niveau de risque de ceux dans quoi j'investis. Et donc, en cas d'événement de marché, en cas de retournement de marché, tu vas pas te dire zut, j'ai fait une bêtise, je vais tout perdre et là, je suis en risque sur toute mon épargne bancaire financière. Et je précise d'ailleurs que pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que c'est pas parce que je suis investisseur professionnel que j'ai le droit de donner des conseils. Je suis professionnel pour moi-même, c'est tout. Mais c'est déjà une belle étape. C'est déjà une belle étape. Non, mais tu sais quoi, moi, je me suis très bien loin des conseils sur les finances perso. S'il y a 5-6 points essentiels que je peux essayer de retenir ou que je dois un peu écrire quelque part pour définir mon profil, quel serait-il? Moi, je trouve ça hyper intéressant si je dois m'auto-profiler avant d'aller voir quelqu'un, de me dire, tiens, je suis comme ci, comme ça, qu'est-ce que j'écris? Alors, je commence par me dire quel est mon horizon d'investissement. L'horizon de temps, c'est vraiment essentiel en finance. Est-ce que j'investis pour 2 ans? Est-ce que j'investis pour 5 ans? Est-ce que j'investis pour 10 ans? Donc ça, c'est une étape importante. Sachant qu'il y a plusieurs poches là-dessus potentielles. Il y a certaines Bien poches sûr. où tu vas être sur 10 ans et il y en a d'autres où... Ah, mais bien sûr. ok. Après, on définira effectivement... le poids, ça fait partie des différents critères. Ok. C'était le dernier, mais je vais le remonter. Pardon, vas-y, C'est pas grave, il n'y a continue. pas de problème. Le poids que représente cet investissement-là dans mon patrimoine global. Ok. On a un profil d'investisseur qui correspond à un projet en particulier, mais on s'inscrit dans le cadre d'un patrimoine global. Donc mon profil, finalement, c'est un profil investisseur sur mon patrimoine et un profil investisseur sur mon projet. Ok. Donc si mon projet représente 2-3% de mon patrimoine global, je peux peut-être me permettre de prendre du risque, alors que s'il représente 60% ou 80% de mon patrimoine global, peut-être je le traiterai différemment. Qui est un truc que j'adore, moi, que j'ai découvert au fur et à mesure de la martingale, ce qu'on appelle en anglais le goal-based investment, donc l'investissement par objectif. Exactement. Et qui est génial parce que ça change ta vision de l'investissement. Tu n'investis pas pour être plus riche, tu investis pour des projets. Exactement, C'est extra. c'est ça. Et Ok. c'est la meilleure façon d'investir finalement parce que tu morcelles tes investissements et tu peux à un instant T te dire que je peux aller chercher du rendement supplémentaire sur une partie de mon épargne, alors que d'un point de vue général, j'ai un profil plutôt prudent et équilibré. Ce qui va encore plus dans le sens de la répartition de portefeuille finalement. Exactement, c'est Ok. l'équilibre du portefeuille, la diversification et l'allocation. Donc horizon, les projets. L'objectif de rendement que j'attends Ok. dans mon investissement et le risque que je suis prêt à accepter en contrepartie de cet objectif de rendement. Donc ça, c'est hyper important, l'équilibre entre le rendement et le risque. Il faut optimiser cet équilibre en rendement-risque. Pas pour maximiser nécessairement le rendement, mais pour savoir quel rendement j'en attends en contrepartie du risque que je suis prêt à accepter. Et le risque, j'ai l'impression que tu es toujours un peu tout l'un ou tout l'autre. Ou, enfin, tu vois, Non. 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 Ouais, Salade en fait- de fruits, t'as plein de petits fruits. Oui, c'est quoi. vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, moi, j'ai une tendance, étant entrepreneur, à peut-être toujours être à fond dans le rouge, en fait, tu vois, enfin, à vouloir prendre des risques, quoi. Oui, mais tu prends des risques. Est-ce que tu prends des risques sur tout ton patrimoine? Parce qu'après, tout dépend aussi. Est-ce que tu es propriétaire de ta résidence principale? Oui. Est-ce que tu as de l'épargne de précaution? Non. Pas. Très bien, ok. Mais est-ce que après, sur ton patrimoine dans lequel toi, tu prends du risque, tu te dis que si tu dois récupérer du cash, tu es prêt à accepter la perte qui est liée à cet investissement-là? Oui, c'est un peu Voilà. ça. C'est un peu ça, ouais. En fait, en finance, toute la question, c'est de savoir est-ce que tu es prêt, en cas de retournement de marché, à accepter la perte liée à ton investissement si tu dois récupérer ton argent. Si c'est oui, ben dans ces cas-là, ok, vas-y. Si c'est non, dans ces cas-là, il faut peut-être aller vers des placements un peu sécurisés. Et il faut raisonner global. On est sur une pyramide de l'investisseur. On a son épargne de précaution. Ensuite, on va petit à petit monter les étages de la pyramide pour Ok. aller vers du plus risqué. Et le tout, en fait, c'est de trouver le bon équilibre en fonction du profil d'investisseur qu'on est. Si on est prudent, on va maximiser l'épargne de précaution. Si on est dynamique, on va pouvoir maximiser l'épargne un petit peu plus risquée. Ouais. En essayant quand même toujours de sortir, j'imagine, un peu de sa zone de confort, parce que si t'es trop prudent, à la fin, tes placements, ils vont juste rien rapporter, ils vont même à peine amortir l'inflation, et à l'inverse, si t'es trop Exactement. allumé, tu Exactement. risques de tout perdre. Prenons un exemple. Si j'ai 30 ans et que j'ai un profil dynamique, j'ai plutôt un horizon de placement à long terme, quelle serait selon toi une bonne répartition pour mon profil? Donc, Donc, tu as 30 ans, on va dire que tu as déjà une épargne de précaution un petit peu constituée.
tu es dynamique, donc tu es prêt à prendre du risque. Ouais. Donc pour moi, clairement, si c'est une petite proportion, enfin si c'est une proportion raisonnable de ton épargne financière, l'idéal c'est d'aller à 30 ans vers un placement plutôt risqué, donc un PEA, un compte titre. Pourquoi pas aller faire du private equity dans le compte titre ou dans le PEA des PEA PME qui te permettront d'avoir des sociétés de plus petite taille avec du potentiel de rendement supérieur. Donc voilà, aujourd'hui, à 30 ans, je pense que c'est l'âge idéal pour aller investir sur une durée de 10-15 ans avec des investissements plutôt orientés action. Le meilleur conseil pour moi, quel que soit l'âge, que ce soit à 20, 30, 40 ans, c'est aussi de mettre en place ce qu'on appelle les versements réguliers. Ah ouais. Parce que les versements réguliers, finalement, avec une petite capacité d'épargne, qui ne va pas ponctionner ton niveau de vie ou être très pesante sur ta vie au quotidien, mais tu vas régulièrement, de manière sans même y penser, constituer une épargne. Donc si tu fais par exemple un petit montant de 100 euros par mois pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu auras une épargne constituée pour un projet autour de 12 000 euros. Tu t'en seras même pas rendu compte et ça te permet aussi de lisser tes points d'entrée. Tu ne te poseras pas la question de quand investir, tu ne te poseras pas la question de savoir si c'est au plus haut des marchés ou au plus bas des marchés. Donc pour moi, à 30 ans, c'est plutôt des actifs risqués et plutôt aussi en complément de ton premier investissement, de l'épargne régulière en action. Parce que faire de l'épargne régulière aujourd'hui sur du monétaire, ça n'a pas vraiment de sens. Vaut mieux faire de l'épargne régulière sur des actifs risqués, parce que c'est là qu'on va aller chercher des points d'entrée. Ouais, si on est un profil dynamique, en effet, avec en tout cas un truc qui est difficile, je trouve, c'est d'être capable de continuer cette épargne régulière. Moi, je l'ai vécu en crypto, en l'occurrence, quand ça baisse, parce que le problème, c'est que tu as une tendance quand ça baisse, à vouloir arrêter. Ouais. Et c'est là où, normalement, tu vas profiter de la hausse qui viendra un jour, peut-être plus tard, quoi. C'est quand même l'idée. Ouais, c'est pour ça qu'il faut l'automatiser. Il y a des super outils aujourd'hui qui sont proposés par les banques qui permettent de faire ça sans y penser. Donc, tu ne le fais pas, finalement, c'est automatique. Et donc, quand les marchés baissent, alors les investisseurs particuliers, je pense, ne s'aperçoivent pas systématiquement que les marchés baissent. Ils s'en aperçoivent quand on a ça aux informations de 20h ou éventuellement à la radio, où on a entendu les marchés ont perdu 15-20%. Et là, il a déjà baissé le marché, donc c'est trop tard. Donc, l'intérêt aujourd'hui de l'épargne régulière, c'est de dire c'est automatique, c'est indolore parce que c'est des petits montants et tu ne réfléchis pas au point d'entrée. Ça se fait tout seul. C'est de toute façon, que ce soit bas ou que ce soit haut, tu rentres sur les marchés. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que par le passé, en fait, il y a des moments où j'étais presque content quand ça baissait parce que je me disais, sur le futur, je vais en profiter. Comme ça, c'est une maturité d'investissement un petit peu super. Parce qu'il y en a beaucoup, quand tu vois des conseillers, ils te disent, oui, mais quand ça baisse, les gens m'appellent et m'engueulent. Mais ça, il faut. Alors que oui, c'est un point d'entrée. Finalement, il y a des produits qui sont quand même que pour les investisseurs dynamiques et d'autres qui sont que pour les investisseurs, je sais pas, je pense aux cryptos, à la bourse, aux obligations, pour les dynamiques, et d'autres qui sont vraiment les profils bretelles ceinture bretelles plutôt, les livrets, l'assurance vie, tout ça. Alors pour moi, il n'y a pas de produits qui sont réservés à tel ou tel profil d'investisseur. On raisonne sur le global du patrimoine. Je peux être un client avec un profil équilibré. Pour autant, c'est pas parce que mon profil est équilibré que je peux m'interdire d'aller investir, alors peut-être pas sur les cryptos, mais peut-être sur une partie sur du private equity. Le tout, c'est d'être raisonnable dans la proportion. C'est ma proportion investie sur les actifs risqués doit être raisonnable par rapport à mon patrimoine global. Et je dois respecter au global mon profil d'investisseur. Donc, si je suis équilibre, je dois être au global dans mes investissements financiers, profil équilibré. Pour autant, je peux ouvrir un PEA et aller investir sur des actions et profiter aussi pour une petite partie de mon investissement, du bénéfice des marchés actions. Le private equity, c'est accessible à partir de combien ? De quel Alors, montant ? le private equity, aujourd'hui, dans l'assurance vie, c'est accessible à partir de petits montants. Ah oui ? Et il y a une généralisation en plus aujourd'hui de cet actif-là, avec les nouvelles lois, notamment la loi industrie verte qui est en train de sortir, avec les nouveaux décrets qui sont parus, qui va aujourd'hui permettre d'investir à partir de quelques dizaines ou centaines d'euros sur du private equity un petit peu plus liquide. Ouais. Pour moi, c'était resté à 100 000 euros ou quelque chose comme ça. Non, c'est fini tout ça. On est en train de démocratiser. Alors, ce ne sera pas le même type de private equity malgré tout, que ce sur quoi tu peux investir sur des titres non cotés, mais il y a une démocratisation de ces sujets de private equity. Mais il faut être très prudent sur la liquidité de ces actifs-là, parce que c'est très risqué, c'est moins liquide, donc c'est toujours pareil. L'horizon de temps de l'investissement est quand même essentiel. Claire Cressel, je te remercie pour tous ces enrichissements pour mon savoir et ma vision. Ce que je retiens, c'est qu'il faut donc se connaître.
c'est important, potentiellement écrire un peu qui on est, Ouais. le faire avec un conseiller, le faire avec ChatGPT, lui dire tiens, pose-moi des questions sur qui je suis et comment je peux définir mon propre profil. Un conseiller, c'est bien. Et quand même. non, non, mais je dis ça en rigolant. Évidemment, c'est toujours mieux un humain. Et après, l'écrire, ça, Oui. penser versement régulier, avoir une stratégie et la tenir au mieux possible. Exactement. Bon, bah c'est très clair. On te suit ou on suit surtout Amundi si on veut, sur LinkedIn, sur Insta, un peu partout. Ouais. Et vous verrez, vous aurez plein de contenu, plein de choses disponibles. Merci encore pour ton temps. Merci Alors. à toi. Merci. Salut. Salut.